Bonjour chers internautes de MB TV, bienvenue dans Modèle de réussite. Aujourd'hui pour vous, nous recevons un jeune Ivoirien qui a une grande expérience dans le domaine des projets TIC orientés monde rural. Monsieur Jean Delmas Ewi, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Tu es la bienvenue. Alors, monsieur Jean Delmas Ewi, plus connu sous le nom de Delmo, pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire? J'ai eu un parcours scolaire atypique comme tout bon Ivoirien, jeune Ivoirien. J'ai fait l'école primaire à Bondoukou, à l'école catholique. Après, je fais le collège jusqu'à obtenir mon bac C. J'ai fait après un BTS en informatique de gestion. Et après le BTS, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en sciences informatiques. Donc voilà le parcours. Ma vie professionnelle aussi m'a permis de faire pas mal de formations spécialisées dans le domaine de l'entrepreneuriat, du leadership aussi. Aujourd'hui, vous êtes l'un des acteurs reconnus dans les TIC en Côte d'Ivoire au travers de votre entreprise ICT4Dev. Pouvez-vous nous parler de votre entreprise? ICT4Dev est une entreprise qui fait dans l'innovation, mais l'innovation orientée monde rural. C'est-à-dire que nous sommes lancés pour le défi d'apporter des solutions basées sur les technologies de l'information et de la communication pour répondre aux problèmes en milieu rural. À côté de cela, nous sommes, comme toute entreprise informatique classique, on fait des applications, des sites web, on fait pas mal de services à la demande des clients. Mais je le dis toujours, j'ai créé ICT4Dev pas pour faire des sites web ni des applications pour des clients, mais pour matérialiser mes projets, mes rêves, de voir les technologies répondre à des besoins spécifiques en milieu rural. Voilà. Comment les TIC peuvent aider le monde rural? On aimerait savoir un peu. Les TIC peuvent aider le monde rural dans plusieurs domaines. Vous savez, aujourd'hui avec le téléphone, on fait pas mal de choses. Il y a quelques années en arrière, je me rappelle encore quand on était encore chez les tuteurs, il fallait se réveiller à 4 h du matin pour aller payer juste la facture d'eau ou d'électricité. Aujourd'hui, on a un système de mobile money qui permet de le faire. Peut-être que nos enfants ne connaîtront pas les queues devant les structures d'eau et d'électricité comme nous on l'a fait. Donc cela sous-entend que les TIC apportent beaucoup déjà aux populations africaines. En milieu rural, les problèmes sont encore plus, on va dire, plus incisifs. Donc il faut arriver à proposer des solutions simples pour ces populations-là. Un exemple atypique, c'est la plateforme qu'on a développée pour déclarer les naissances, pour au moins laisser des traces quand les enfants viennent au monde. Ça, par exemple, c'est un problème qui est en milieu rural. Aujourd'hui, on travaille sur des systèmes de et mobile learning, par exemple, aider ces populations-là à réviser, les enfants de ces populations-là à réviser avec le téléphone portable. On travaille sur des systèmes des projets e-agriculture, par exemple, aussi. Donc, concrètement, les TIC apportent beaucoup et peuvent apporter beaucoup à ces populations-là dans le domaine de l'éducation, de la santé et dans le domaine socio-économique. Alors, vous convenez avec moi que la mise en place de ces différentes plateformes-là n'a pas été de tout repos. Ce que l'on aimerait savoir, c'est les difficultés majeures que vous avez rencontrées. Vous savez, on a ce qu'on appelle la culture numérique, c'est-à-dire vous savez utiliser un smartphone, vous savez manipuler, vous savez utiliser un ordinateur, vous savez comment ça fonctionne, c'est quoi WhatsApp et autres. Pour ces populations-là, d'abord, il fallait d'abord le faire comprendre que le téléphone ne pouvait pas servir qu'à appeler son fils ou bien avoir des nouvelles de son fils qui est quelque part en ville. Il fallait qu'il utilise le téléphone pour autre chose que la voix et les messages. Et donc, c'était ça l'un des défis majeurs. Il y avait le souci aussi de connectivité. Vous savez que on n'a pas Internet partout en Côte d'Ivoire, donc il fallait trouver des canaux autres qu'Internet pour pouvoir échanger avec ces populations-là. Il y a aussi ce qu'on appelle l'aspect psychologique de ces populations-là. Elles sont beaucoup méfiantes quand elles ne connaissent pas la personne qui est en face. Donc il fallait s'appuyer sur des leaders communautaires, sur des chefs religieux, bien des chefs de village, bien des chefs de communauté, pour pouvoir faire passer notre message et leur faire comprendre qu'on vient avec des solutions qui va un temps soit un peu les soulager, quoi. Donc
il y avait tout cet aspect-là. La plus grosse difficulté, ce n'était pas le côté technique. C'était plutôt se faire accepter par ces populations. Il fallait aussi que ces populations acceptent l'innovation. Et l'un de nos secrets, c'était qu'on travaillait en étroite collaboration avec ces populations-là. On ne pensait pas les innovations à Abidjan pour aller les imposer à ces populations, mais on travaillait plutôt ensemble. On était au village avec ces populations, on les regardait travailler, on nous posait des questions. Ils nous faisaient ce qu'on appelle dans le jargon des inputs, c'est-à-dire des suggestions sur ce qu'on développait. Donc, quand le produit sort à la fin, il sent son implication, donc il s'approprie du produit. Et donc, notre rôle, c'est de revaloriser l'agriculture, de revaloriser le producteur, de sorte à ce qu'on puisse amener les jeunes à s'intéresser à l'agriculture. Il faut démontrer que l'agriculture, on en a besoin, elle nous permet de nous nourrir nous-mêmes, elle nous permet d'avoir de l'argent aussi. Ce que nous faisons à ICT4Dev, c'est d'aider les paysans, c'est d'aider les producteurs avec des solutions assez simples à mieux produire, à être informés, à mieux vendre. Je pense que si on produit mieux, qu'on a des canaux pour mieux vendre et qu'on est informé des maladies, des semences, de tout ce qui est intrant qu'on doit utiliser pour améliorer notre production, je pense que les gens vont commencer à s'intéresser à l'agriculture. En plus, ça serait plus... Nous, on apporte la technologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le smartphone va permettre aux jeunes de s'informer sur les prix, comment cultiver. Donc, ça devient quelque chose de, on va dire, plus fashion, c'est plus fun maintenant l'agriculture. C'est dans l'agriculture assez fun. Voilà. C'est ça notre défi majeur. ICT4Dev, il y a aussi un incubateur en son sein. Est-ce que vous recevez des jeunes startups seulement orientés monde rural ou dans d'autres domaines? Il faut bien de le signaler. Avec toute l'expérience qu'on a emmagasinée à travers notre parcours en tant que web entrepreneur, on est constamment sollicité par d'autres jeunes qui veulent se lancer dans dans l'entrepreneuriat au niveau du numérique. On a décidé au sein de ICT4Dev, avec les moyens qu'on a, de mettre un mini incubateur, un coworking space qui accueille des jeunes start-upers comme nous aussi, qui ont des idées, mais qui n'ont souvent pas d'espace pour travailler, ou peuvent avoir une connexion internet, ou peuvent bénéficier de conseils sur nos erreurs, nos succès, qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Donc, à ICT4Dev, on a InnovHouse, qui est notre mini incubateur. On accueille tout type de projet. Nous avons 3 startups qui sont en train de peaufiner leur projet. Quand on a des opportunités en termes de challenge, en termes de concours de startups, on les aide, on les accompagne, on les prépare pour qu'ils aillent présenter leur projet, parce que c'est très important. Au niveau d'ICT4Dev, il faut dire que les 2 premières années de l'entreprise, on a fonctionné sur l'argent qu'on a pu obtenir à travers les prix qu'on a pu glaner ici et là. Donc ça a été une chance pour nous. C'est récemment qu'on a eu un fonds d'investissement qui est entré dans notre capital pour nous permettre d'être aujourd'hui au niveau de société anonyme, par exemple. Donc c'est toute cette expérience-là qu'on partage au niveau de notre mini incubateur InnovHouse. Et on reçoit tout type de projet. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a pas mal de choses. Les Ivoiriens sont friands de tout ce qui est mode. On attend web entrepreneur, start-up, tout le monde veut créer start-up, mais sur 100 jeunes qu'on reçoit, on regarde, c'est autour de 5 qui sont prêts à se lancer. Parce que la vie de start-upper, aussi la vie d'entrepreneur, tous les entrepreneurs vous le diront, c'est aussi beaucoup de patience et puis beaucoup d'abnégation, de courage, quoi. Donc, si ce sont des qualités que vous, dès le départ, nous ne décelons pas ça en vous, ça sera compliqué qu'on vous accueille en notre sein. Voilà. Je pense que la qualité première d'un entrepreneur, c'est d'abord l'audace. Après, le rêve, bien sûr. On rêve tous d'avoir une entreprise. Déjà très tôt, moi, c'est depuis le lycée que je rêvais d'avoir ma propre structure. Donc, tout mon parcours était une histoire de préparation au saut vers l'autre côté, quoi. Donc, d'abord, il faut être audacieux. Surtout quand tu viens d'une famille où on n'a pas cette culture de l'entrepreneuriat. Chez nous, c'est classique. Tu fais tes études, tu finis, tu as un boulot.
On t'embauche dans une entreprise, tu vas à la retraite. Bon, tu prends une femme, tu fais des enfants, tu vas à la retraite, tes enfants vont à l'école. Bon, on n'a pas ce goût de l'aventure, d'aller dans l'incertain, on va dire, parce que on se dit, on ne veut pas sortir de sa zone de confort. Je me rappelle encore quand j'ai opté pour ce choix d'entrepreneur, j'ai eu pas mal de réticence au niveau de ma famille. Certains même parents trouvaient que parce que j'étais paresseux, je n'avais pas envie de travailler, que je disais que j'allais entreprendre. On m'a même fait comprendre que ça n'existe pas dans notre ADN familial. Chez nous, on finit, on va au travail. On crée pas d'entreprise, il faut trouver un compte où tu vas travailler. Bon. À force de me dire tu peux pas, le tu peux pas te permet de te transcender pour dire il faut que j'y arrive d'abord. Donc c'est en ce moment là qu'on parle du courage. Mais à côté du courage, il faut aussi avoir la passion de ce qu'on fait. Tout le boulot que nous on fait ici, je le dis toujours à mes amis, ce n'est pas forcément pour de l'argent qu'on le fait, mais on le fait par passion, par amour. La passion, c'est la seule chose qui nous permet de continuer quand c'est dur. Souvent, on a besoin de reprendre notre CV, le mettre à jour et puis aller déposer dans une boîte. Surtout avec un petit parcours qu'on a, on se dit quand ça sera compliqué, ça sera facile pour nous d'avoir un boulot, quoi. Mais on se dit aussi que nous sommes un exemple pour d'autres jeunes qui veulent se lancer. Si on abandonne, ça serait en quelque sorte être lâche. Donc même quand c'est dur, on continue. C'est la passion qui nous fait continuer exactement. Donc courage, audace, passion de ce qu'on fait. Il faut être passionné de ce qu'on fait. Il faut toujours travailler dur et surtout être patient. Travailler dur parce que tu es seul d'abord. On débat comment je travaille sur mes projets, j'étais seul à penser. En plus, après, les gens ont commencé à venir. Donc, si toi-même qui es le responsable de la structure, tu ne travailles pas. Moi, je suis le dernier à quitter le bureau. Généralement, je quitte ici à 22 h. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas contaminer ou bien insuffler cette vivacité-là à ton équipe. Il faut que les gens sentent que tu en veux, que tu veux travailler. Comme ça aussi, eux aussi se mettent au travail. S'ils viennent que je suis couché dans un hamac avec les pieds croisés, et ça sera l'entreprise, toute l'équipe de l'entreprise est à l'image de son chef. Si le chef ne donne pas envie de travailler, les gens ne travailleront pas. Donc il y a l'amour pour le travail et aussi la patience. Il faut être très patient quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Je le dis souvent à mes amis, peut-être que ce que j'ai commencé, je ne fais pas pleinement bénéficier des retombées. Ça sera peut-être mes enfants ou bien mes petits-enfants, mais au moins, j'aurais commencé quelque chose. Et ça prendra du temps, mais je suis sûr d'une chose, c'est que je pense que j'ai fait le bon choix. Donc, j'attends patiemment l'heure pas de succès ou bien de la gloire, mais l'heure où je verrai l'entreprise prendre une tenue que moi je souhaiterais, par exemple, où on aura notre propre siège avec un personnel qui va avoisiner les 100, 200 personnes avec plusieurs recoupements dans d'autres pays. Donc, il faut être patient. On n'entreprend pas à 8 heures pour espérer être millionnaire à 8h30 ou bien milliardaire à 9 h. On entreprend pour d'abord répondre à un besoin qu'on a constaté. Et en Afrique, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de besoins. Donc, on doit avoir beaucoup d'entrepreneurs. Donc, quand vous répondez aux besoins, après l'argent va venir. Mais si vous entreprenez juste pour de l'argent, quand vous allez être face aux premières difficultés, vous allez abandonner. Donc, c'est ça d'abord. Il faut regarder, observer. Attention, ici, il n'y a pas de restaurant pour que les gens mangent. Je vais mettre un restaurant là. Mais si je vais faire un restaurant pour gagner de l'argent, tu vas faire le restaurant n'importe où parce que tu n'as pas pris la peine de regarder, de cibler où tu vas faire ton restaurant. Voilà. Donc, ce sont ces qualités-là que je pense que l'entrepreneur doit avoir. Le courage, être audacieux, être beaucoup opportuniste, aimer le travail, être patient. Et l'une des clés du succès, c'est de se faire entourer par une bonne équipe de coachs, de mentors, et aussi d'être beaucoup humble. Être beaucoup humble parce que l'humilité va attirer vers vous d'autres personnes.
d'autres personnes. On pourra, par exemple, il faut pouvoir accepter les critiques, par exemple. Ce que j'ai remarqué chez bon nombre de jeunes qui nous approchent, quand ils viennent avec un projet que tu essaies de critiquer le projet, ils pensent que tu veux casser son projet. Moi, je ne gagne rien à casser votre projet. Avec ma petite expérience, je vous dis comment le projet doit être pour que ça puisse marcher. Mais et beaucoup de jeunes n'acceptent pas la critique. Ça, c'est vraiment déplorable. Il faut accepter d'écouter. Il faut accepter les critiques parce que ce sont les critiques qui vont vous améliorer. On ne développe pas un projet ou bien une application ou bien une innovation pour soi-même, c'est pour les autres. Vous devez être centré sur le client. Si le client dit je veux des gâteaux de couleur verte, vous ne pouvez pas sortir des gâteaux de couleur jaune parce que vous aimez le jaune. Dans ce cas, vous allez manger vos gâteaux vous-même. Donc il faut être à l'écoute des gens. Voilà pourquoi chez nous, par exemple, quand nous développons des solutions, nous travaillons avec l'utilisateur final, le end user qui est le client, qui est le paysan, ou bien qui est la dame qui est au marché, ou bien qui est la ménagère, ou bien qui est, je sais pas, l'acheteur de produits. On écoute ses besoins. Et nous, on vient transformer ces besoins en une solution numérique qui puisse répondre à ce besoin, à ces besoins-là. Donc, vous voyez, il faut être beaucoup humble dans tout ce qu'on fait, avec ses collaborateurs, avec ses aînés, avec ses partenaires, toutes ces choses-là. Donc, un entrepreneur, c'est tout un ensemble de qualités qu'on doit avoir. Et ces qualités vont se compléter en vous pour faire de vous quelqu'un de meilleur dans ce que vous faites. Et il faut beaucoup écouter, beaucoup observer. Voilà. Si la réussite était une formule à 3 éléments, quels seraient ces éléments-là selon vous? Je voulais d'abord dire le travail. Il faut aimer le travail, la patience. Il faut être patient. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où les jeunes ne sont pas patients. Quand je vois ce phénomène de cyber-escroquerie, avec aujourd'hui une dose de mysticisme derrière, c'est le manque de patience. Il faut être patient. Je pense que quand tu travailles normalement, honnêtement, il y aura forcément des retombées positives pour vous. C'est même spirituel. Je pense que c'est dans tous les livres saints, parle du travail. Donc, travail, patience, et puis une bonne dose d'humilité. Je pense que l'humilité va faire que vous serez accepté partout où vous allez passer. L'humilité va faire que vous allez accepter d'apprendre. C'est surtout ça, c'est apprendre. Je voulais dire apprendre, mais je préfère l'humilité parce que quand tu es humble, tu te remets en cause. Je ne sais pas, donc j'apprends. Si vous voyez sur mon bureau, j'ai encore des bouquins qui sont là. Je continue de lire, pas mal de bouquins. Je continue d'apprendre, je continue de me former. Je continue d'aller encore à l'école, on va dire. Donc, ne peut apprendre que celui qui prend conscience de son ignorance. À un moment donné dans la vie, quand vous avez un semblant de succès, il faut arriver à garder la tête sur les épaules. Dans toutes mes prières, je demande toujours à Dieu, aide-moi à rester le Jean Delmas qui était quand il était encore à Niangon, au salon de son oncle. Pas peut-être dans l'aspect vestimentaire ou bien, c'est vrai aujourd'hui je peux m'acheter des vêtements, mais au niveau de la tête quoi. Il faut que je puisse toujours revenir au quartier, échanger avec mes amis, comme quand on était ensemble. Il faut que je puisse regarder l'autre venir vers moi, m'expliquer son problème. Si je ne peux pas régler, il faut que je l'écoute au moins pour lui dire on verra, ou bien trouver la formule, ou bien l'orienter vers quelqu'un. Il ne faut pas que je me dise c'est moi Jean Delmas, les autres sont rien, ou bien on peut rien me dire. Ici par exemple, quand nous travaillons au bureau, tout le monde a son mot à dire sur un projet. Je n'impose pratiquement rien. Il m'arrive souvent de trancher quand il y a pas des choses, mais c'est le rôle du responsable de la structure. Mais on écoute tout le monde pour faire l'alchimie de nos idées, pour tirer le meilleur. Donc, et ça ne vient que par l'humilité.
Donc il faut être humble. Donc, je résume donc le travail, la patience dans l'humilité. Et je pense que si vous avez ces 3 qualités, vous avez de fortes chances de réussir, pas seulement même dans la vie d'entrepreneur, mais dans votre vie en tant qu'être humain sur la terre. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on fait, au-delà de tout ce qu'on veut faire, ou bien au-delà de ce qu'on a fait, c'est quelle image on laisse aux générations futures. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants, qu'est-ce qu'on laisse à nos proches au moment où on partira. Je préfère laisser à mes enfants le nom EWI, qu'ils soient fiers de porter le nom EWI, que de laisser un compte rempli d'argent que j'aurais mal acquis par exemple, et ils auront même honte de dire que nous sommes les enfants de EWI. Mais qu'ils soient fiers de ce que leur père aura accompli, ou bien ce que leur frère aura accompli, qu'ils disent fièrement que je suis un EWI. Et ça ne passe que par le travail bien fait, par la patience et aussi par l'humilité. Moi, j'ai eu le bac en 99, il y a eu le coup d'État. J'ai eu mon BTS en 2002, il y a eu ce que vous savez, la crise. En 2006, où j'ai fait mon diplôme d'ingénieur, il y a eu tous ces événements. En 2011, où il y avait un semblant d'amélioration au niveau de ma condition socio-professionnelle, il y a eu ce qu'on a connu, où on a pratiquement tout perdu. Mais cela ne nous a pas empêché de travailler, d'être patient pour réussir à mettre sur pied quelque chose. Aujourd'hui, donc s'ils veulent vraiment réussir, ils ont les moyens de réussir. Ils ont des modèles. Je pense qu'il y a un problème de modèle aussi au niveau de la jeunesse. On a souvent de faux modèles. On ne met pas en avant des modèles de réussite avec assez, on va dire, une réussite saine. Hein. Je vous tire le chapeau pour tout ce que vous faites pour l'entrepreneuriat. Donc, on peut réussir. Moi, je ne dirais pas que je suis d'une famille pauvre. Ce serait quand même insulter la mémoire de mon père parce qu'il s'est battu pour qu'on soit quand même dans de bonnes conditions. Mais je veux dire que ce n'était pas évident pour ceux qui m'ont connu. Je savais que je pouvais réussir. J'avais toujours ce rêve-là. Je gardais toujours le sourire malgré la difficulté dans laquelle on traversait. Ils étaient souvent m'étonnés, mais pourquoi tu es si optimiste? Je disais que tôt ou tard, le déclic viendra, quoi. Et je cours derrière toujours ce déclic-là. En tant qu'entrepreneur, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. On veut toujours aller de l'avant. C'est vrai que j'ai décidé de ne plus compétir en tant que start-upper pour des challenges, parce que je pense qu'après 15 distinctions, il faut maintenant penser à former d'autres personnes pour assurer la relève. Donc, ce que je vais laisser comme message à ces jeunes-là, réobserver. Vous verrez, l'Afrique est le continent où il y a pas mal de difficultés. Et j'ai un de mes mentors à qui je fais un coucou, Florent Youzan, qui me disait que chaque difficulté en Afrique est une idée d'entreprise. Et ça, c'est important. Donc, vous devez regarder, innover. Ne faites pas du copier-coller comme on le dit, mais faites du benchmark. Ce qui se fait ailleurs, vous regardez, vous l'adaptez à nos réalités, vous allez voir que ça va marcher. Il y a la place pour tout le monde au niveau de l'entrepreneuriat, pour les jeunes. Et l'entrepreneuriat, pour moi, je pense que c'est... Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais c'est la solution pour pouvoir offrir de l'emploi à pas mal de jeunes. Quand vous êtes arrivé à ICT4Dev, vous avez vu tout le personnel, c'est entre 20 et 30 ans. Tous ces jeunes-là, nous sommes autour d'une quinzaine ici. On a au moins, peut-être on n'a pas encore suffisamment d'argent, mais quand on se lève le matin, on vient au travail. On vient au travail. À la fin du mois, on a quelque chose pour s'occuper de nos frères, de nos enfants, de nos familles. Et moi, en tant que chef d'entreprise, ça me réjouit de voir que du fait que j'ai rêvé de cette entreprise, aujourd'hui 15, 20, 30 personnes arrivent à vivre correctement. S'il y a 1000, 10 000 autres personnes qui font comme moi, je pense qu'on aura 100 000, 200 000 emplois qui seront créés. Mais aussi, je vais demander à nos gouvernants de mettre en place un cadre qui puisse favoriser l'émergence des startups. Parce que on ne peut pas créer une entreprise où on n'a même pas encore commercialisé des services pour avoir les financements, c'est compliqué. Et puis, être face aux impôts, aux taxes, à toute cette fiscalité, ça nous étouffe aux jeunes. Donc, soyez prêts. Ça ne sera pas facile, mais je vous assure que si vous mettez consciencieusement au travail, avec une dose de patience, avec de la passion, avec beaucoup d'humilité,
pour accepter les critiques et apprendre, je vous assure qu'il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas. Merci Monsieur Jean Delmas et oui, merci du temps que vous nous avez accordé. Et puis on pense vous revoir très bientôt pour d'autres émissions sur Magic Builder TV. Le merci pour vous, pour tout ce que vous faites pour l'entrepreneuriat, on va dire en général, mais surtout pour l'entrepreneuriat jeune. Je vous félicite, je vous encourage. Et nous, en tant que web entrepreneur, on sera toujours disponible dans la mesure du possible pour apporter notre grain de sel à l'émergence d'une classe de jeunes entrepreneurs à succès en Côte d'Ivoire. Le modèle de réussite pour aujourd'hui, c'est terminé. Il a dit qu'il y a de la place pour tout le monde dans l'entrepreneuriat. Ça ne sera pas toujours facile, mais avec une bonne dose de courage, vous pourrez y arriver. À très bientôt. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.